Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info, jour de fête nationale. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur notre antenne, à moins que vous soyez allé directement sur la place du Palais, peu importe. Nous reviendrons bien sûr grandement sur ces célébrations, que ce soit en la cathédrale, dans la cour d'honneur ou sur la place du Palais. Nous vous ferons découvrir l'atmosphère et les coulisses de cette grande fête populaire. Nous recevrons le commandant supérieur de la force publique, le colonel Tony Varro. Il reviendra sur cette édition 2024. Mais nous irons également à Bakou, où se joue peut-être l'avenir de la planète et du climat avec la COP29. Céline Caron-Daggioni, ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme sur place, sera avec nous dans quelques instants. Et enfin, l'entreprise monégasque Venturi, qui depuis quelque temps se tourne également vers l'espace, a reçu dans ses locaux le prince Albert II, mais également le commandant de la mission Apollo 15 et l'astronaute Jean-François Clairvoy. Ce sera un reportage à suivre à la fin de ce journal. C'est le moment le plus important de l'année en principauté, l'occasion pour les monégasques de communier, d'être au plus proche de la famille princière. Eh bien, revenons à présent sur les temps forts qui ont marqué cette fête nationale avec Christine Datomel. Une fête nationale qui fut marquée par 3 temps forts ce mardi 19 novembre, la prise d'armes, la messe solennelle d'action de grâce et le fameux défilé militaire. Pour ouvrir les festivités, le souverain accompagné de son épouse, la princesse Charlène, et de ses sœurs, son Altesse royale, la princesse de Hanovre et la princesse Stéphanie, a assisté à une messe d'action de grâce à la cathédrale de Monaco. Un tédéum présidé par Monseigneur Dominique Marie-David. Il s'agissait de la 5e fête nationale pour l'archevêque de Monaco. Le ministre d'État Didier Guillaume participait quant à lui pour la toute première fois à cette fête nationale. Après l'homélie de Monseigneur David, 2 autres temps forts ont marqué cette messe d'action de grâce, le Tédéum et la prière pour le prince, un moment de recueillement toujours très émouvant. Après le Tédéum, la prise d'armes a été donnée dans la cour d'honneur du Palais Princier. Grande invitée cette année de cette fête nationale, la garde républicaine. Après que l'hymne national de la principauté ait retenti, une hymne interprétée cette année a cappella par le chœur des carabiniers, le souverain a ensuite passé en revue les troupes et a salué l'étendard sous le regard bienveillant de son épouse, de ses sœurs et de ses enfants. Pour l'occasion, le petit prince Jacques était habillé comme son papa en uniforme de carabinier. Le prince Albert II a remis les galons aux militaires de la force publique promus en 2024 à 18 sapeurs-pompiers et 6 carabiniers avant de remettre les insignes de chevalier dans l'ordre de Saint-Charles. 2 distinctions ont été remises cette année pour le corps des carabiniers du prince. Ce sont le commandant Hervé Mathieu et l'adjudant Stéphane Combalusier qui ont reçu cette distinction. 9 membres du personnel du Palais Princier ont ensuite reçu des mains du souverain la médaille d'honneur ou du travail pour service rendu. Une cérémonie qui s'est achevée avec un moment attendrissant avec le salut du petit prince Jacques à son papa, le prince Albert II. La prise d'armes qui rassemblait la compagnie des carabiniers du prince, la force publique et le corps des sapeurs-pompiers de Monaco s'est ensuite déroulée sur la place du Palais Princier en présence du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. Aux fenêtres de la Galerie des Glaces, le prince souverain, la princesse Charlène et leurs enfants, le petit prince Jacques et sa sœur, la princesse Gabriella, étaient au cœur des festivités. Le ministre d'État Didier Guillaume, qui a pris ses fonctions en septembre dernier et qui participait, je vous le rappelle, pour la toute première fois à la fête nationale, est apparu dans un nouvel uniforme, un costume de ministre d'État, un nouvel habit pour insuffler une nouvelle dynamique. Didier Guillaume a passé en revue les troupes et s'en est suivi la remise des décorations. 8 médailles d'honneur ont été remises cette année, des insignes qui viennent récompenser le nombre d'années de service passées auprès de la famille princière et de la principauté.
Autre temps fort, le défilé militaire qui se déroulait sous les fenêtres du Palais Princier. Un défilé particulier cette année puisqu'il se tenait en compagnie de la garde républicaine, grande invitée de cette fête nationale monégasque 2024. Et un défilé qui célébrait également le 80e anniversaire de la libération de Monaco. Les spectateurs ont ensuite pu assister à un intermède musical hors du commun puisque le chœur de l'armée française a interprété pour l'occasion Le jour le plus long et Sous le ciel de Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Les troupes à pied ont débuté ensuite le défilé militaire sur la marche de la 2e DB, tout comme le défilé motorisé, un détachement motorisé composé pour l'occasion de 9 motocyclistes des Carabiniers du Prince, de 4 engins de secours et de lutte contre l'incendie et de 9 motocyclistes de la sûreté publique. Et une surprise, et pas des moindres, le régiment de cavalerie de la garde républicaine s'est joint au défilé militaire. La garde républicaine qui a d'ailleurs signé, je vous le rappelle, il y a quelques jours une convention avec la compagnie des Carabiniers du Prince, une convention qui portera sur plusieurs aspects et qui sera précieuse pour les 2 unités. Le chant des marais a ensuite été joué par l'orchestre des Carabiniers du Prince et le chant des partisans a été interprété par le chœur de l'armée française. Un moment très émouvant avec la formation de la Croix de Lorraine et ces chants de résistants appelés également chants des déportés puisque le chant des marais avait été composé dans les camps de concentration et le chant des partisans a servi d'hymne à la résistance française durant l'occupation du pays par les nazis. Un hommage donc très poignant qui a beaucoup ému le prince souverain, sa famille et les spectateurs présents. Un hommage ensuite également été rendu, bien sûr, comme chaque fête nationale, au couple princier. Après les honneurs, la population s'est comme de coutume réunie pour acclamer le couple princier et ses enfants, des marques d'amour, d'affection et de dévouement qui clôturent donc en beauté cette fête nationale 2024. La ferveur sous les balcons du Palais Princier, mais aussi en coulisses. On peut même parler d'effervescence où tout le monde est sur le pont depuis plusieurs jours. Eh bien, ce matin, c'était le jour J. Sarah Inkhari et Alexandra Marangoni ont vécu cette cérémonie de l'intérieur. C'est le grand jour pour la principauté. Tout le monde a revêtu sa plus belle tenue aux couleurs du drapeau bicolore pour certains. Les invités ont pris place dans la cathédrale. C'est ici que ça se passe, sur le rocher dans un premier temps. Les journalistes se préparent pour le grand direct et puis les photographes attendent impatiemment l'arrivée du couple princier. Ils sont postés sur une estrade en face de l'édifice, dans l'attente du fameux moment. Et pour avoir la plus belle photo, il faut faire preuve de réactivité. C'est particulièrement stressant pour moi, parce que c'est la première. Maintenant, on essaie de faire au mieux. Il y a tout un protocole à suivre, donc on suit le mouvement. Pendant ce temps-là, sur la place du Palais, à quelques pas de là, plusieurs passionnés préparent les drapeaux qui seront distribués gracieusement à tous ceux qui souhaiteront participer à l'ambiance populaire. Nous les achetons depuis 25 ans. Là, chaque fois, nous reprenons la fête nationale avec l'année. Et puis, tire un peu. Après, Viva o Principe ou Viva Principes. Et puis, nous avons, depuis quelques années, rajouté Beijing à Gabriella et Giacomo. Petit baiser bise à Jacques et Gabriella. Ce Varois a récupéré le sien et à en voir son sweatshirt, on comprend tout de suite qu'il s'agit d'un grand admirateur de la principauté. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait parce que dans ma famille et mes amis, tout le monde sait que je suis un fan. Donc, ils ont trouvé ça sur Internet. Ils me disent ça, c'est pour Didier. Je vais lui offrir et voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît en particulier à Monaco ? Moi, de toute façon, à la base, je suis un fan d'histoire. Je connais vraiment bien l'histoire de la principauté. Et puis, j'y viens depuis que je suis enfant. Donc, quand je viens ici, je redeviens un peu un enfant. Et c'est pour ça que j'aime vraiment venir ici, l'ambiance. Je suis vraiment content d'être là, en tout cas. 5, 4, 3, 2, 1, top! Et pour ceux qui n'ont pas la chance de se déplacer comme Didier, les festivités sont retransmises chaque année en direct sur Monaco Info. Et c'est dans ce car transformé en régie que tout se pilote. Partout, entendez une trentaine de caméras, un drone, plusieurs grues et bien sûr les techniciens et journalistes mobilisés le jour J.
La messe s'est terminée, la cérémonie se poursuit à l'intérieur du palais princier dans la cour d'honneur. En attendant, eh bien, le monde est arrivé ici, la place du palais est noire de monde. Ils attendent impatiemment de voir le couple princier évidemment et la famille princière sur le balcon. Et puis en attendant, ils regardent la cérémonie depuis l'écran qui est positionné juste derrière moi. C'est l'heure, chacun sort son téléphone pour un souvenir. Sous les yeux du souverain et de sa famille, les carabiniers défilent, les policiers, les pompiers dans leurs impressionnants camions et la garde républicaine invitée cette année et dont l'apparition à cheval a eu l'effet escompté auprès des grands mais aussi des plus petits comme la jeune Alice venue avec sa maman. Explique un petit peu, oui, que c'est la fête de France. Hier, on a vu la fête en bas. Avec le show des drones, on a fait les manèges. Moi, je trouve que c'est génial. C'est l'occasion de profiter entre la famille. On vient tous les ans. C'est important pour vous d'être ici ? Très important. Oui, disons que c'est un remerciement que l'on fait à nos souverains qui gèrent bien notre pays et qui nous donnent la possibilité de bien y vivre, de bien y travailler et de bien y élever nos enfants. Et de bien vieillir. C'est sa deuxième et voilà, on est très heureux d'être ici et qu'elle soit venue en rouge et blanc. Je viens de Nice. Vous êtes tombé par hasard ou bien vous êtes venu exprès pour la fête nationale ? Non, on est venu exprès pour la fête nationale. Et ouais, c'est la première fois en fait qu'on voit ça. Et on a envie de voir le prince et le défilé et tout ça. Moi, je voudrais surtout voir le prince et sa famille parce que ils sont tous beaux ensemble. L'attente ne sera plus bien longue, les barrières s'ouvrent, la foule se presse tout près du palais et au son des premiers hurrahs se dirige doucement vers la place d'Armes. Les restaurateurs du marché sont prêts. Pour eux, le 19 novembre n'est pas un jour férié. Pour la fête de Prince, on a préparé le stockfish à la monégasque. C'est quoi alors le stockfish à la monégasque ? Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? C'est de morue, donc dans la grande casserole que nous avons là. Nous avons revenu de l'ail, de l'huile d'olive nouvelle, de persil, de poivron, le stockfish, les pommes de terre, les olives et un peu la recette secrète de le chef. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un jour où il y a beaucoup de monde. Tous les gens de la principauté se retrouvent au palais et descendent ensuite pour déjeuner en famille. Donc ouais, pour nous, c'est une bonne journée où on rencontre plein de gens. Des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de venir, donc ouais, c'est différent, c'est sympa. C'est quoi le programme de la fin de la journée, de la suite pour vous ? Là, pour l'instant, après, on mange un petit peu, une bonne soca, une petite sieste. Et voilà, la journée est passée, c'est journée de fête. L'essentiel, c'était regrouper, de voir tout le monde ce matin comme ça, sur la place. Ça fait chaud au cœur, la petite larme. Et vive Monaco, vive le prince, vive notre Seigneur. Et les estomacs ont été appelés par l'odeur du stockfish et des autres spécialités monégasques. L'heure maintenant donc de se régaler, pour nous aussi. Vous l'avez bien mérité, bon appétit Sarah. Il est depuis 6 ans maintenant le commandant supérieur de la force publique, après avoir passé 25 ans au sein du corps des sapeurs-pompiers de Monaco, dont 10 années à sa tête. Pendant la cérémonie, il a évidemment une lourde charge sur ses épaules et il est avec nous, colonel Tony Varro, bonsoir. Bonsoir Fabien. On l'a suivi en direct sur Monaco Info, mais vous l'avez vécu de l'intérieur. Comment s'est passé pour vous cette fête nationale ? Écoutez, on ne pouvait pas mieux espérer, tout s'est très bien passé. Et on a eu un temps splendide, ce qui, je pense, a pu donner de belles images. Vous répétez depuis plusieurs jours, minutieusement, on peut dire que c'est un travail d'orfèvre ? Oui, effectivement, c'était compliqué cette année, puisqu'on avait à la fois, je dirais, des troupes étrangères avec qui nous avons peu d'occasion de défiler. Donc la première répétition sert à ça. On avait aussi cette année donc le chœur de l'armée française qu'il a fallu, je dirais, intégrer à l'orchestre des carabiniers. Oui. Et après, le clou du spectacle, c'était aussi la présence de la cavalerie, de la garde républicaine, avec une petite surprise pour le prince souverain de la fanfare de cavalerie. Absolument. C'est vrai que l'année dernière, il y avait un seul bélier. Là, cette année, plusieurs chevaux. Ça doit être particulièrement complexe, j'imagine. Ça a été complexe, mais comme je dis tout souvent, en principauté, c'est ce qui est magique, c'est qu'on se connaît tous et j'ai fait appel tout de suite aux spécialistes, donc à Madame Diane Fissor, qui organise le jumping, qui m'a mis ses équipes, je dirais, à disposition pour nous aider justement à mettre en place la logistique. D'accord. Et pour vous, pour vos hommes, quel est le secret pour qu'une fête nationale se déroule comme ça, sans accroc ?
ben, il n'y en a qu'un secret. Il faut que chacun se sente totalement investi, je dirais, dans la mission qui lui est confiée. Il y a une forme de tension et une forme de trac. Dans quel état d'esprit vous êtes au moment de célébrer cette fête, à quelques secondes avant le départ ? On essaie de calmer la tempête qui est en soi et d'essayer de ne pas rater, je dirais, des phases et surtout que tout se passe bien aux yeux du monde. Et là, vous êtes plus détendu là maintenant, j'imagine. Oh oui. C'est important ce rendez-vous avec la garde républicaine. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, elle est importante à double titre. D'abord, c'est un événement historique puisque la garde n'est jamais venue en principauté. On avait fait une petite parenthèse sur les cuirassés qui accompagnaient à l'époque le président Félix Faure avec 250, mais ce n'était pas la garde républicaine parce qu'elle est beaucoup plus, elle n'était pas présente à ce moment-là. Et donc c'est vraiment un événement historique et surtout on a pu signer, c'était un peu l'objectif de cette rencontre, de signer une convention de coopération technique entre la garde républicaine et les carabiniers du Prince, ce qui nous permettra, je dirais, dans un avenir très proche, de pouvoir travailler ensemble sur des problématiques communes dans différents domaines, que ce soit la sécurité, que ce soit les protocoles, que ce soit même l'orchestre des carabiniers du Prince, parce qu'ils ont aussi des métiers rares. Voilà. Cavalerie, peut-être un jour, sait-on jamais. Pourquoi pas. Quel moment, quel souvenir allez-vous garder de ces célébrations ? Je garde toujours le souvenir du premier contact avec Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain qui, dès le début, nous met en confiance avec un beau sourire et ça démarre. Et le deuxième souvenir, pour moi le plus important, ça a été le passage de la cavalerie, bien évidemment, parce que notamment dans leur grand uniforme d'apparat, c'est quand même un moment magique. Merci de nous avoir fait part comme ça de votre témoignage juste après cette fin de fête nationale. Merci beaucoup. Merci Fabien. Bonsoir. En bref, cette fête nationale est l'occasion de réunir en principauté les ambassadeurs et consuls. Et bien, une réception du corps diplomatique a eu lieu hier au soir au Yacht Club, en présence du prince Albert II, de son épouse et de sa sœur. Un peu plus tard dans la soirée, à 20h, un spectacle de drones organisé par la mairie était observable d'un peu partout en principauté. 800 drones au total, avec pour thématique les grands événements de l'année 2024, que ce soit le Tour de France, la flamme olympique ou encore la victoire de Charles Leclerc dans son pays. Et tout cela en musique. Et un autre spectacle musical, toujours organisé par la mairie, juste après les drones, celui du concert de Nicoletta, la chanteuse française qui fête ses 60 ans de carrière, était sur la scène de l'espace Léo Ferré avec un chœur de gospel, un concert que vous pourrez retrouver dans votre émission Backstage prochainement. On referme cette page fête nationale et on prend la direction de Bakou, où Monaco participe à la 29e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ou plus simplement la COP29. Céline Caron-Dagioni, ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, est sur place et nous sommes avec elle. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir. Déjà pour commencer, dans quel contexte se déroule cette COP29 ? On est d'accord, c'est dans un contexte international un peu tendu ? Oui, c'est un contexte international un peu tendu, mais nous ne sentons pas les tensions ici au sein des différentes réunions, il y a différents meetings. On dirait que l'état d'esprit est toujours le même depuis les dernières COP que j'ai eu l'honneur de pouvoir participer, et donc je ne sens pas de différence. Mais avec l'élection de Donald Trump, qui est plutôt, on le sait, un climato-sceptique, qui souhaite se retirer des accords de Paris, est-ce que ça rend cette COP29 ou ces missions de cette COP29 encore plus délicates ? Alors, encore plus délicate ou pas, pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce officielle des États-Unis. En même temps, voilà, je pense que le calendrier est un peu tôt pour eux. Je crois qu'aujourd'hui, les discussions sont toujours fermement engagées et chacun est mobilisé sur la convergence des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, avec un alignement sur une élévation maximale à 1,5 degré. Et nous y sommes pas encore. Donc, encore une fois, je sens pas de démobilisation, plutôt une certaine lassitude et une envie de pouvoir avancer plus vite. Lorsqu'on discute en B2B avec les différents partenaires, de dire bon, c'est bien, mais maintenant, faut qu'on avance. Donc, j'ai plutôt tendance à croire que les gens s'impatientent de ne pas voir les résultats assez vite. Donc, ça veut dire que l'engagement est toujours là et qu'on n'est pas résolument défaitiste. Quel est le rôle de Monaco dans ce type d'organisation où il y a tous ces États ? Alors, le rôle de Monaco, c'est le même que le rôle de tout pays, c'est-à-dire de Vous avez le même pouvoir, en fait, hein, même si on est un petit pays, on a le même pouvoir.
Alors, on a évidemment les mêmes pouvoirs. Nous devons en fait soutenir l'action collective, et donc chaque pays au sein de ces COP est là pour soutenir cet objectif commun sur toute la planète, et donc qu'on partage au sein de la COP sur cette thématique spécifique du climat, et en même temps rendre compte et incarner cette politique à travers nos actions nationales. Et donc aujourd'hui, et hasard de calendrier, ça tombe le jour de la fête nationale. J'ai pour ma part prononcé le discours national qui rend compte au niveau de l'institution de ce que fait Monaco sur son territoire, et surtout qui réaffirme l'engagement de notre prince souverain sur cet objectif. Et vous le signaliez tout à l'heure, la géopolitique change. L'objectif du souverain ne change pas, bien au contraire, il s'affirme de plus en plus, et donc notre rôle au sein de cette COP, c'est de réaffirmer cet engagement et de l'incarner en rendant compte de nos politiques publiques et de leur efficacité et du niveau où nous en sommes par rapport à, je le répète, l'objectif c'est moins 55% à horizon 2030 et neutralité carbone à horizon 2050. Et cette COP particulière, la COP 29, est un tournant, puisque dans quelques mois, nous allons devoir confirmer ce que nous appelons nos contributions déterminées à un chiffre intermédiaire entre nos objectifs de 2030 et ceux de la neutralité à 2050. Donc, c'est important de partager ce constat avec les différents pays, et puis aussi de s'imprégner de ce qu'ils font et partager avec eux leur expérience, parce qu'il y a peut-être des bonnes idées que nous pourrons implémenter à Monaco également. Et où en est-on justement à Monaco? Quels sont les efforts en principauté depuis la COP 21, les efforts faits en règle générale par la principauté, par Monaco? Alors, les efforts, c'est ceux dont nous rendons compte régulièrement avec le Fonds vert, donc déjà la mise en place du Fonds vert national, ceux de notre politique de réduction des gaz à effet de serre. Et vous savez que les 3 origines de nos émissions de carbone de nos GES, sont la mobilité, l'énergie des bâtiments et puis le traitement de nos déchets. Et vous savez ô combien ces discussions nous animent avec le Conseil national. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en matière d'énergie des bâtiments, nous avons déployé les boucles thalassothermiques. Donc, nous sommes aussi démonstrateurs de cette énergie décarbonée au sein de nos bâtiments, dans un pays qui utilise aussi le refroidissement comme le pic de nos consommations énergétiques. Et pas plus tard que tout à l'heure, je partageais avec le Mexique, et ce sont des sujets qui les intéressent beaucoup, puisque la consommation est importante dans des pays à forte chaleur et humidité. Nous avons également beaucoup progressé en matière d'électromobilité, et on voit bien que la cote de popularité de nos stations Monaco-On, au-delà de notre territoire, puisqu'elles sont utilisées par de nombreux usagers en dehors de Monaco, montre bien que notre politique publique, elle est efficace. Et enfin, le traitement de nos déchets, avec un enjeu important qui est celui des plastiques, qui est l'incinération des plastiques aujourd'hui est très générateur de GES. Et puis aussi un meilleur traitement, une meilleure sortie de ces plastiques, au lieu de les incinérer, mais de les valoriser dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est quand même les métiers et les économies de demain. Donc, on est plutôt bien placé sur ces 3 éléments-là, qui sont des éléments forts de notre politique publique et qui permettent d'incarner les résultats que nous cherchons à atteindre avec ces moins 55% à 2030. Justement, un objectif en 2030, un objectif en 2050, très concret, très chiffré. On en est où? On est bien? On est en retard? On est en avance? Alors, vous allez me demander de donner des chiffres que la direction de l'environnement Donnez-nous des chiffres, s'il vous plaît. Alors, que je n'ai pas encore partagé avec tout le monde. On est pas mal. On est peut-être légèrement en dessous de moins 40%. Je pense qu'on va osciller entre moins 37 et moins 39. C'est déjà en progression par rapport à l'année dernière. Je pense que par contre, il faut qu'on soit tous conscients qu'on va atteindre les choses les plus dures à atteindre. C'est-à-dire qu'on a fait, non pas le plus facile, on a fait on a travaillé sur les premiers vecteurs. Maintenant, il va falloir aller gratter les quelques pourcents supplémentaires à horizon 2030, et ceux-là, ce sont probablement les plus durs. Il nous reste encore à convaincre un bon nombre de copropriétés de se raccorder aux boucles thalassothermiques. Et ça va être un enjeu important du département et de ses équipes et du concessionnaire Siouergie pour l'année 2025, c'est d'aller chercher un petit peu ces propriétaires privés qui sont encore un peu réticents, pour comprendre pourquoi ils sont réticents et arriver à les faire se raccorder
avant évidemment que nous soyons obligés de prendre des mesures plus dures par une obligation réglementaire. Mais je reste convaincue que la population, les partenaires privés, l'ensemble des parties prenantes de la principauté partageons tous cet engagement du souverain. Donc, je suis convaincue qu'on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à une réglementation trop forte et qu'on sera bien tous ensemble en train de partager ces objectifs et de les atteindre ensemble. Céline Caron-Daggioni, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Une bonne soirée. Vous le savez certainement, si vous suivez la Roca Team, l'information est tombée hier. L'AS Monaco Basket se sépare de Sasa Obradovic, remercié suite à une semaine marquée par 2 défaites à domicile. Et dans le communiqué de l'ASM, on peut lire que Sasa Obradovic a apporté de la rigueur et travaillé sans relâche depuis le début de cette aventure humaine en 2020. Avec, on le rappelle, 2 titres de champion de France, une Coupe de France, un Final Four d'Euroleague et 2 qualifications en play-off sur la scène européenne. Toujours dans le communiqué du club, il est écrit que le nom de Sasa Obradovic est inscrit à jamais dans l'histoire de la Roca Team. Un nom circule en ce moment pour le remplacer. Le coach de l'équipe nationale grecque, Vassilis Spanoulis, est pressenti pour être le prochain entraîneur de la Roca Team. Objectif Lune, il a été dévoilé lors du 75e Congrès international d'astronautique à Milan. Le nouveau rover, entendez véhicule itinérant lunaire, Flip, dévoilé par Venturi Space. Il devrait prendre la direction de la Lune en 2025. Ce lundi après-midi, il y avait du monde dans les locaux de Venturi avec la venue du prince Albert II, de David Scott, le commandant de la mission Apollo 15, et Jean-François Clairvoy, astronaute sur les missions Atlantis et Discovery. Reportage d'Émilie Flamin et Camille Caloni. C'est une grande avancée pour Venturi Space, un tout nouveau rover appelé Flip, créé pour faire office d'éclaireur sur la Lune pour Flex, son grand frère de taille plus robuste. Sa particularité, des roues hyper déformables. Donc on voit qu'elle a une certaine trace au sol. Et vous comprenez très bien, c'est comme si vous vous promenez sur le sable, vous enlevez vos chaussures, vous préférez rester pieds nus. Donc vous étalez, le poids reste le même, mais vous étalez votre surface. Et ça vous évite de vous enfoncer. C'est la même chose sur la Lune. Sur la Lune, on a affaire à un sol qui est très meuble. Et ce sol étant très meuble, il faut éviter de rester enfoncé, de pouvoir avancer. Si ces roues sont fabriquées par Venturi Space en Suisse, à Monaco, ce sont les batteries qui sont créées. Il y a 2 gros blocs batteries de ces dimensions-là dans le Flip. Et dans le Flex, il y en a 4. Et ça fait rien. Si on en a un peu moins, le but c'est de tester la capacité de ces batteries à survivre, à vivre une nuit lunaire. Sur la Lune, la température peut descendre jusqu'à moins 240 degrés et monter jusqu'à 120 degrés. La technologie est donc très importante dans ces conditions difficiles, mais elle doit être avant tout complémentaire avec le travail humain. Et comme on veut y retourner pour explorer plus loin, plus longtemps, on a besoin de moyens de se déplacer plus performants que dans le passé. Et pour un astronaute, c'est toujours très important de rendre visite à ceux qui construisent les équipements, le hardware pour nous ou nos collègues futurs. Une avancée importante pour la principauté. Moi, je ne pensais jamais, il y a quelques années, qu'on allait participer de près ou de loin à cela. Et puis voilà, et puis grâce à Gildo, mais grâce à d'autres acteurs qui font d'autres activités dans les satellites et dans les nanosatellites, et bien on commence à avoir une petite activité dans le domaine de l'espace. Ce rover devrait donc partir vers la Lune fin 2025 afin de tester les technologies de Venturi Space pour espérer être ensuite sélectionné par la NASA pour la mission Artemis 5 en 2030. Affaire à suivre. Ce journal touche à sa fin. Avant cela, un petit point sur l'éphéméride. Quel temps va-t-il faire ce mercredi, Sarah ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Demain, des nuages feront leur apparition dans le ciel, mais rien de bien méchant. Le soleil sera toujours présent et nous devrions passer entre les gouttes jusqu'à jeudi. Pour ce qui est des températures, nous perdrons quelques degrés ce mercredi. Les maximales seront comprises entre 7 degrés le matin et 15 l'après-midi. Pensez donc à vous couvrir, surtout à l'aube et lorsque le soleil disparaît. Enfin, demain, nous fêterons la Saint-Edmond. Merci Sarah. On se quitte avec les photos de fin de journal qui sont consacrées, bien sûr, à cette journée si particulière pour Monaco, le 19 novembre, jour de la fête nationale. Ce sont des clichés pris par Manuel Vitali et Stéphane Dana. On se retrouve demain, mercredi 20 novembre, pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.